Quel est le meilleur placement sur 10 ans? L'AMF, l'autorité des marchés financiers, a réalisé une étude qui est assez éclairante sur le sujet. Donc pour répondre à cette question, Jean-Jacques Manceau, bonjour. Bonjour. Auteur du blog My Little Pony. Oh non, que dis-je, My Little Money, il fallait la faire. Le coup dur. Bon, l'AMF, c'est du sérieux, l'autorité des marchés financiers, qui a réalisé une étude pour évaluer avec précision les rendements des trois principaux supports, on va dire, quand on a le choix en termes de placement, le monétaire, les actions, les obligations. Depuis, alors, 87 2007. Depuis 2007, pardon. Oui, depuis l'après-crise. Leur étude porte sur les 10 dernières années, au sens exact du terme, c'est-à-dire 2007-2017. Alors, quel est le placement qui est imbattable, monsieur, madame, qui rapporte le plus? Alors, avant de donner cette information... Roulement de tambour. Un peu de teasing dans l'émission. D'abord, pourquoi l'AMF a fait cette étude? Et quel est le constat de l'AMF? C'est que globalement, les Français n'aiment pas le risque et que globalement, les Français n'aiment pas les placements risqués, n'aiment pas les actions, n'aiment pas les obligations. Alors ça c'est une surprise. C'est une surprise, voilà. Mais la conclusion de cette étude, c'est justement de dire que les Français n'aiment pas investir leur épargne dans ce qui peut présenter du risque. Donc l'idée, c'était de montrer sur 10 ans, de leur montrer à ces Français qui n'aiment pas le risque et qui sont investis soit en cash, soit en livret A, soit sur de l'assurance vie en euros, des choses comme ça, que il y a des segments d'investissement qui rapportent beaucoup plus que les segments type le livret A. Et donc là, je vous donne cette information, c'est que le placement qui a le plus rapporté... On aurait aimé entendre que ce 2007, soit les actions. On a l'impression que c'est les actions parce qu'il y a une espèce de légende urbaine qui veut qu'on dit toujours, sur le long terme, ce sont les actions qui rapportent. C'est vrai. Ça dépend ce qu'on entend par long terme. Ça dépend ce qu'on entend par long terme. Puis ça dépend du point d'entrée aussi. Voilà, ça dépend du point d'entrée, ça dépend. Là, on part de 2007-2017. Donc c'est bien parce qu'on est juste au moment de la crise, donc on est, on va dire, sur les marchés les plus bas. Eh bien, si on a fait le calcul en 2008 ou 2009, on n'aurait pas le même résultat. Ah ben, pas du donc tout. Il y a un biais quand même. Hein. Il y a toujours un biais. Dans chaque étude, il y a un biais selon que vous prenez. Quand vous parlez des actions, vous parlez des actions européennes, des actions américaines, vous parlez des actions des pays émergents, quand vous parlez des obligations, vous parlez de la dette souveraine, vous parlez de la dette entreprise. Il y a un biais, donc il faut... Ces études ne sont pas là pour non, mais le biais, en tout cas, de se dire qu'on a pris 2007 comme date de référence, si on avait pris 2008, le résultat serait très différent. Mais en prenant 2007, l'AMF nous dit que le placement qui rapporte le plus, ce sont les obligations, avec 3,3%. Alors là, on parle bien d'un placement qui rapporte net d'inflation, net de frais, net de fiscalité. C'est là que c'est intéressant, parce qu'on est à... In the pocket. Voilà, c'est 3,3% par an sur 10 ans. Il le compare à quoi? Il le compare aux actions. C'est pas très loin non plus. Qui affichent un rendement annuel de 2,7%. Et là, c'est loin. Oui, et je pense qu'il y a une sous-pondération des actions américaines qui fait que les actions américaines, depuis 10 ans, elles ont fait beaucoup plus. On parle de quoi? Ils ont pris quoi? Les actions... Globalement, ils ont pris un panier d'actions, mais plutôt des actions européennes pour faire ce calcul-là, pour, je pense, éviter les effets de devise. Ouais. Mais les actions ne sont pas devant. C'est que le placement qui rapporte le plus, c'est le placement obligataire, 3,3% net de tout. Et alors, le livret A qui est en 3e position, avec une hausse de 1,3%, enfin un rendement de 1,3% par an depuis 10 ans. Donc, CQFD, les placements qui rapportent le plus, ce sont les placements les plus risqués. Alors, pourquoi les obligations? Parce qu'on... Les plus risqués ou les moins risqués? Les placements les plus risqués rapportent le plus. Bah non, puisque les obligations, c'est moins risqué que les actions. Oui, mais ce que je veux dire, actions et obligations rapportent plus que le livret A ou l'assurance vie. Mais on est surpris de voir que les obligations rapportent un peu plus que sur 10 ans que les actions. La période était aussi très très favorable. Vous en avez parlé jusqu'à présent et vous avez longuement commenté tous ces marchés obligataires. On était dans une période de baisse des taux d'intérêt. Les obligations, elles évoluent de façon inverse aux taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt baissent, les obligations augmentent. Donc il y a eu un environnement très très favorable aux obligations et il y a eu des booms obligataires qui font que ce placement est certainement celui sur lequel il fallait être depuis 10 ans. Mais attention, warning, c'est le rétroviseur, comme on dit, regarde derrière, regarde le passé. Tout ça n'est peut-être pas, on ne sait pas, on lit pas un marc de café, n'est pas extrapolable. Ce n'est pas du tout extrapolable. D'abord, il faut quand même le reconnaître, les obligations, ça reste assez compliqué à comprendre par rapport aux actions. Comme je dirais, comme disait l'autre, c'est un petit peu prise de dette. Hein. Donc c'est plus compliqué prise à comprendre. De dette, ah oui, non, mais, jeu de mots. On fait des efforts quand même quand on vient vous voir.
Donc c'est quand même assez compliqué. Il y a toutes sortes d'obligations, des obligations des emprunts d'État, de la dette d'entreprise, de la dette mixte, des obligations indexées, des obligations non indexées, des obligations convertibles. Donc c'est vrai que globalement, intuitivement parlant, c'est quand même plus compliqué à comprendre que les actions, qui même si le monde des actions est assez dense, assez touffu, il y a beaucoup d'offres, mais ça reste plus simple. Donc c'est vrai que les obligations, c'était un petit peu, c'était le segment sur lequel il fallait être. Maintenant, on arrive dans un environnement qui est totalement différent. On parle de changement de paradigme, donc on se dit qu'aujourd'hui... La fin de l'argent facile. La fin de l'argent facile. Pas cher. La Fed aux États-Unis, donc la banque la banque centrale qui décide de monter ou de baisser les taux d'intérêt, donc le loyer de l'argent, a décidé de monter le loyer de l'argent, donc forcément ça va faire baisser les obligations. Est-ce que la BCE fera pareil? Est-ce qu'elle le fera à la même vitesse? Est-ce qu'elle le fera avec la même intensité? Si on pense que non, si on pense, comme certains, il y a beaucoup d'experts qui pensent que la BCE n'augmentera pas ses taux de façon sensible avant 2020. Donc le marché obligataire, en tout cas pour la partie européenne, pourrait continuer à être un marché intéressant. Ensuite, eh bien, il y a effectivement d'autres choses à voir. Il faut surveiller l'inflation. Donc, parce que l'inflation, traditionnellement, ça mange un peu l'intérêt des Et on obligations. finit là-dessus, et c'est pour ça que d'ailleurs, si on croit autour de l'inflation, il y a des obligations qui sont indexées sur l'inflation. Je ne sais pas si c'est connu des particuliers, ça. Si, c'est assez connu, parce qu'en fait, par exemple, dans les emprunts d'État, on a l'OAT, l'obligation assimilable au trésor. Généralement, c'est le plus simple, c'est celui dont on dit toujours acheter des obligations, acheter de l'OAT. C'est des emprunts, c'est des bons d'État. Il y a l'OAT, puis il y a l'OATI, l'OAT indexé sur l'inflation. Donc, ces OAT ne seront pas sensibles à l'inflation. Ce sera déjà quelque chose. Elles resteront sensibles à la hausse ou à la baisse des taux, mais elles ne seront pas sensibles à l'inflation. Moi, je pense que si on veut aujourd'hui miser sur le marché obligataire, il faut y aller plutôt au travers de fonds, au travers d'ETF, parce que ça reste quand même un marché un peu technique. Alors pour ceux qui se sentent à l'aise, Et puis on dirait qu'il faut avoir un sacré paquet d'oseille, parce que on ne peut pas acheter un titre comme ça n'importe comment. Non, généralement le ticket d'entrée, oui, vous allez acheter. Évidemment. Mais c'est pour ça qu'au travers un fonds, ou au travers un ETF, c'est assez facile. Après, je pense que les gérants de fonds obligataires savent aujourd'hui sur quel segment il faut miser. Est-ce qu'il faut miser sur les obligations américaines, les obligations européennes? Est-ce qu'il faut jouer l'Italie, par exemple? Il va y avoir pas mal de remue-ménage en Italie. Est-ce que avec les élections législatives. Avec les élections législatives, ça peut être bon pour la dette italienne. Enfin, ça peut être bon pour la volatilité de la dette italienne. Exactement. Donc voilà, en tout cas, le résultat, c'est que cette étude de l'AMF, on voulait vous en parler aujourd'hui. Et juste pour finir, je ne pense pas que si on se revoit en 2027, on puisse dire que les obligations ont été le meilleur placement sur les 10 prochaines années. Je ne prendrai pas ce pari-là, cher Jean-Jacques. Alors rendez-vous en 2027 après les Jeux Olympiques. Mais on se verra avant. Jean-Jacques Manceau, donc, auteur du blog My Little Money. Merci.